et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous débuterons ce journal avec la visite du président du Comité international de la Croix-Rouge en Principauté. Il s'est entretenu ce mardi avec le prince souverain. Nous prendrons ensuite la direction de la résidence du ministre d'État qui accueillait lundi soir des jeunes monégasques et résidents ayant récemment décroché un premier contrat avec l'aide de la commission d'insertion des diplômés. Nous irons à la découverte de motos de collection exceptionnelles exposées jusqu'à la fin novembre au sein du musée des voitures anciennes du Prince de Monaco. Et nous refermerons cette édition avec la présentation de la nouvelle saison des ballets de Monte-Carlo. Nous ouvrons donc ce journal avec la visite officielle du président du Comité international de la Croix-Rouge. Peter Maurer a été reçu en audience ce mardi matin par le prince souverain. Il a également pu rencontrer des hautes personnalités de la principauté. Retour sur cette journée avec Vanessa Dessy. Il est l'une des figures emblématiques du milieu de l'humanitaire à échelle mondiale. Depuis 2011, Peter Maurer est le président du Comité international de la Croix-Rouge. Homme de terrain, depuis 2012, Peter Maurer se rend régulièrement en mission en Syrie avec comme objectif de renforcer l'action humanitaire du CICR et du Croissant-Rouge arabe syrien. Aujourd'hui, je dirais, après 3 ans de crise en Syrie, on est assez confiant de pouvoir faire chaque mois plus. On est en bon contact avec tous les côtés. On a un bon contact avec le gouvernement syrien qui nous permet de faire tous les mois davantage. Et en même temps, on constate que les crises s'accélèrent encore davantage et donc que de plus en plus de gens ont des besoins humanitaires alors que nous-mêmes nous accroissons et nous avons aujourd'hui la plus grande opération du CICR au monde en Syrie. Dans des pays en conflit, la neutralité et l'indépendance sont la principale garantie de la sécurité et de l'efficacité des équipes bénévoles sur le terrain. Alors doit-on être préoccupé par la politisation de l'humanitaire ? On est certainement très préoccupé par ce qu'on appelle politisation et encore faut-il savoir ce que c'est exactement. C'est-à-dire de mettre d'autres objectifs que des objectifs humanitaires dans une action humanitaire. Et je pense depuis les événements de Syrie, depuis les événements d'Ukraine, on a vu que les États divergent sur la manière dont il faut résoudre les problèmes politiques et cela a un impact important sur la manière dont on discute et dont on règle les problèmes humanitaires. À l'occasion de cette visite officielle en Principauté, Peter Maurer a pu découvrir les différentes activités de la Croix-Rouge monégasque qui ont marqué 2014. À l'approche de cette fin d'année, l'association dresse un bilan très positif de ses actions menées. Nous avons continué à opérer nos actions habituelles en faveur d'un certain nombre de personnes, d'abord évidemment à Monaco. Nous avons le cœur de nos actions, mais aussi effectivement à l'international, où j'expliquais au président du Comité international de la Croix-Rouge que nous essayons de partager nos activités entre ce qui est les actions locales et ce que sont les actions à l'international. Nous avons eu il y a quelques jours une réunion du comité exécutif sous la présidence du prince qui a mis l'accent sur un certain nombre de problématiques, disons, délicates, notamment en ce qui concerne le virus Ebola et sa propagation dans certains pays d'Afrique. Donc nous essayons à notre échelle d'aider les pays qui sont touchés par cette épidémie. Peter Maurer et les différentes personnalités de la Principauté ont abordé grand nombre de sujets d'actualité, comme l'intervention du CICR en Afrique ou au Proche-Orient, les enjeux de la 32e conférence internationale de la Croix-Rouge ou encore ceux du sommet humanitaire mondial d'Istanbul, qui aura lieu en 2016, étaient également au cœur des discussions ce mardi. D'abord, M. Maurer est le premier président du Comité international de la Croix-Rouge qui vient en Principauté. Je crois que c'est pour lui, comme pour nous, un événement.
Bien sûr, pour la Croix-Rouge monégasque, c'est un point extrêmement fort. C'est une société nationale qui a, Philippe Narmineau le rappelait, devant le prince souverain, une originalité difficilement transposable ailleurs. Et puis pour le gouvernement, c'est aussi un point important puisque nous aidons financièrement le fonctionnement du comité, du CICR, mais également nous intervenons de manière régulière au sujet de l'aide humanitaire d'urgence. Et dans ce contexte, le gouvernement souhaite appuyer la démarche du CICR. À partir de l'an prochain, le gouvernement princier s'est engagé à reverser 1 € à chaque fois que la Croix-Rouge monégasque interviendra sur un programme proposé par le CICR, une action véritablement symbolique pour la principauté. Nous prenons la direction de la résidence du ministre d'État. Michel Roger a convié lundi soir des jeunes monégasques et des résidents de la principauté ayant récemment obtenu un emploi avec le soutien de la commission d'insertion des diplômés. Plus de précisions sur cette commission dans ce reportage. Depuis sa création en février 2010, 660 jeunes monégasques et enfants du pays ont été reçus dans le cadre de la commission d'insertion des diplômés. Cette commission répond au souhait du prince souverain de conserver en principauté la richesse intellectuelle de la jeunesse et de permettre également le retour à Monaco des diplômés expatriés qui le désirent. C'est un accompagnement, si vous voulez, qui est intéressant parce qu'il me permet de les suivre déjà à un niveau Bac+2. Et puis après, chaque année, ils reviennent me rencontrer, ils mettent leur CV à jour, on fait un point sur leur formation. Certains sont mis en relation avec des professionnels de manière à recueillir des conseils sur leur cursus, éventuellement envisager de nouvelles déspécialisations. Ou bien certains me sollicitent pour un stage, dans le cadre d'un stage obligatoire, de validation d'année universitaire. Et puis à la fin, finalement, de leur formation pour une démarche, pour un premier emploi. Leur souhait, c'est d'achever leurs études et de pouvoir obtenir un poste en principauté, de mettre leurs compétences au service du pays. Voilà, évidemment, c'est cela avant tout. Placée sous l'autorité du conseiller Stéphane Valéry, la cellule exécutive a pour mission d'accompagner et de favoriser les contacts entre ces jeunes diplômés et les entreprises monégasques. 150 jeunes ont pu trouver un emploi correspondant à leur qualification. 64 d'entre eux sont déjà en CDI et parmi eux, 72 sont de nationalité monégasque. J'ai reçu une lettre tout simplement de la part de Madame Battaglia qui m'invitait à prendre contact avec elle. Ce que j'ai fait parce que en fait ça tombait bien, j'étais en pleine recherche de stage, donc je l'ai contacté et au bout de quelques mois, en travaillant à deux, on a réussi à trouver un stage chez un avocat local qui s'est très bien passé. J'ai repris un an d'études après le stage et ensuite là, alors que j'étais encore à Londres, j'ai réussi à trouver j'ai trouvé un emploi chez Gordon Blair grâce à Madame Battaglia. Ce qui a été très efficace de sa part, c'était lors de ma recherche de stage essentiellement. Elle a tout simplement pris mon CV, elle l'a envoyé à tous les concernés de la place. Voilà. Donc elle a visé très, très haut et ça a marché. Quand j'ai eu mon diplôme d'architecture et que je suis rentrée vivre à Monaco et que je cherchais du travail, je suis retournée pour rencontrer Madame Battaglia, avec qui on a travaillé sur mon CV et la présentation de mes compétences. Et elle a transmis mon CV et ma candidature à Monsieur Patrice Pastor, qui a été intéressé par mon profil et qui du coup m'a proposé d'intégrer l'entreprise JB Pastor et Fils en tant qu'architecte en CDI depuis le mois de mars. En janvier 2014, la commission d'insertion des diplômés, en partenariat avec la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, avait organisé au lycée Albert Ier la 3e après-midi découverte professionnelle destinée aux élèves des classes de terminale sur les secteurs porteurs d'emploi à Monaco. À ce jour, 110 entreprises ont accepté de concrétiser cette collaboration en faveur de la jeunesse. Je vous propose de nous rendre au musée situé sur les terrasses de Fontvieille pour y découvrir une exposition de motos exceptionnelles. Plus de 60 collectionneurs privés ont participé à l'événement. Vanessa Dessy nous dévoile ces incroyables modèles.
Elles ont traversé l'histoire et pourtant les années ne semblent pas avoir d'effet sur ces modèles. 114 motos de collection sont présentées au musée des Terrasses de Fontvieille. En 2007, 60 motos anciennes avaient déjà été rassemblées pendant 60 jours à l'occasion du 60e anniversaire du Motoclub de Monaco. Fort de ce succès, l'événement se répète aujourd'hui avec des deux roues encore plus exceptionnelles et uniques au monde. Cette fois-ci, à l'occasion du 20e anniversaire du club de Roquebrune-Cap-Martin, dont André Mazzoni est le président, nous avons voulu refaire donc une exposition exceptionnelle. Nous avons pu trouver des motos de course de 1920 à 1979. Nous avons également un plateau de scooters anciens et de motos de tourisme. Alors, je tiens à préciser que ce sont des motos exceptionnelles, c'est-à-dire que c'est des pièces, certaines pièces ne sont jamais sorties de leur collection. Il y a une soixantaine de collectionneurs privés qui nous ont prêté leurs machines. Certaines donc n'ont jamais été montrées au public. Nous avons également la magnifique Indian 4 cylindres de Steve McQueen. Steve McQueen était un collectionneur de belles mécaniques. Il a eu beaucoup de motos et de voitures de sport. Et nous avons la chance d'avoir sa moto. Durant l'entre-deux-guerres, les constructeurs rivalisaient d'ingéniosité. Plus de 10 marques françaises étaient présentes sur le marché. Toutes ont bel et bien disparu aujourd'hui. Ces motos de collection sont en parfait état de marche. Certaines ont été retrouvées dans des caves ou des garages. D'autres sont gardées précieusement par des collectionneurs privés après avoir entamé un important travail de restauration. C'est toujours compliqué. Mais un bon tourneur, un bon fraiseur arrive à reconstituer la pièce puisqu'elles étaient assemblées et montées à l'époque et on peut toujours arriver avec le modèle ou des plans, refaire une pièce, comme pour les voitures. Chaque moto est exposée aux côtés de voitures de même époque ou de design similaire. Il suffit de se laisser guider vers le chemin de visite pour parcourir près de 100 ans d'histoire mécanique. Cette collection rarissime est à découvrir jusqu'à fin novembre au musée des Terrasses de Fontvieille. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours découvrir au sein de ce musée la fabuleuse collection de voitures anciennes du Prince Souverain. Nous ouvrons une page culture à présent. José Sacré a poussé les portes de l'atelier des ballets de Monte-Carlo à la rencontre des danseurs en pleine classe et de Jean-Christophe Maillot qui nous dévoile les rendez-vous phares de cette saison 2014-2015. Voyez son reportage. Un feu d'artifice de l'art chorégraphique, c'est ce que nous propose pour la saison 2014-2015 les ballets de Monte-Carlo avec l'Académie Princesse Grace et le Monaco Dance Forum. À l'heure de la classe, parmi ces danseurs, nous évoquons avec Jean-Christophe Maillot quelques-uns des moments forts à ne pas manquer ces 3 prochains mois, à commencer par Genesis, une création de Sidi Larbi Cherkaoui et Yabing Wang, le 13 et 14 décembre. Sidi Larbi, il est toujours passionné par cette idée de rencontrer des cultures différentes, des formes de danse différentes et de les lier avec son idée qu'il se fait de la danse. Là, c'est un spectacle qu'il a fait avec un Chinois, une Chinoise, qui est un spectacle assez magnifique, évidemment toujours sur cette idée de rencontrer les autres, de partager avec les autres, avec cette qualité particulière du mouvement qu'il y a chez Sidi Larbi Cherkaoui. Les musiciens chinois sont sur scène, live, donc il y aura une musique live. C'est vraiment un très très beau spectacle. Le 15 décembre, Viel Leicht, de et avec Melissa von Weppi, qui met en scène une femme bien humaine en condition de marionnette, avec des fils reliés à ses membres. Et le 16 décembre, une création de Maggie Marin. C'est la chorégraphe française dont on peut dire que son intégrité est totalement indiscutable et son travail est radical. Évidemment qu'il est plus difficile d'accès que certaines pièces, mais c'est très important toujours, je tiens à le faire, de continuer à montrer à Monaco qu'on n'est pas fermé à des formes beaucoup plus avant-gardistes de danse. Et je crois que Maggie là vient de faire une pièce assez étonnante avec une musique techno qui est assez forte. Le 17 décembre, la compagnie La Véronale, qui a choisi la ville de Sienne pour mener une réflexion sur le corps humain. Le 18 décembre, Emmanuel Gatt, dans une création intitulée Plage romantique.
Et les 19, 20 et 21 décembre, l'événement de cette année, la venue à Monaco du ballet du Bolchoï avec la mégère apprivoisée de Jean-Christophe Maillot. Toutes ces stars qui seront présentes pour effectivement offrir au public ce spectacle que j'ai créé de manière infidèle à Moscou. Et pour moi, c'était très important que les gens comprennent aussi que si j'ai une chance de ce type-là et que ces danseurs ont servi mon travail pendant plus de 3 mois pour arriver à ce spectacle, j'aime l'idée de pouvoir le présenter au public et que le public qui a l'habitude de voir les ballets, qui a l'habitude de voir mon travail, puisse s'offrir aussi cette nouvelle proposition chorégraphique avec d'autres danseurs et finalement mettre un peu en perspective le ballet du Bolchoï avec la compagnie de Monte-Carlo et s'apercevoir que certes les danseurs du Bolchoï sont tout à fait exceptionnels, mais que ce travail-là peut se lier aussi à l'une ou à l'autre des compagnies et donc puisse finalement recevoir ça comme un cadeau offert au public qui depuis 20 ans maintenant nous est tout à fait fidèle. Nous terminerons l'année 2014 à la recherche d'une jeunesse éternelle et d'une vie de plaisir avec les ballets de Monte-Carlo et le Faust de Jean-Christophe Maillot. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle que Monaco Télécom a démarré lundi d'importants travaux sur le réseau câblé de la Principauté. Une opération d'optimisation pour l'accueil de nouveaux services. Jusqu'à la fin février 2015, les utilisateurs subiront des coupures du service télé par quartier. Vous trouverez les dates qui concernent votre foyer sur le site internet qui s'affiche sur votre écran. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mercredi, les températures seront en baisse sous l'effet d'un vent frais parfois assez fort. L'ensemble de la journée sera ensoleillé avec quelques légers nuages passagers. Il fera 17 degrés au lever du jour et 20 degrés dans l'après-midi. Jeudi, confirmation de la baisse des températures. Le ciel restera dégagé. Il faudra compter 16 degrés pour la matinée et 21 degrés pour le reste de la journée. Vendredi, belle journée en perspective, le soleil sera doux et le vent relativement faible. Les températures seront quasi identiques à la veille. Et finalement samedi, beau temps doux avec peu de vent, les températures oscilleront entre 17 et 23 degrés. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.